Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre service. Dernière émission de la saison. Je vous informe que nous serons effectivement de retour à l'automne prochain pour une autre série de cette émission comme telle. Pour cette dernière, donc, nous allons recevoir Mme Renée-Claude Laroche, qui est directrice générale du Centre de prévention du suicide de Charlevoix. Elle vient nous parler du 30e anniversaire que célèbre cette organisation. Nous allons également recevoir un artiste peintre du nom de René Amiotte, personnage très connu dans la région et qui vient nous parler de sa toute dernière exposition qui s'intitule Enquête, exposition qui a lieu à la salle Pierre Perrault de la bibliothèque René Richard. Enfin, nous allons terminer cette émission en parlant cannabis, d'une grande usine et d'une grosse usine très moderne qui vient s'installer ici même dans Charlevoix et plus particulièrement à Petite-Rivière-Saint-François, en compagnie de Charles Servant, qui est l'adjoint principal du groupe Caméléon, qui va construire cette belle entreprise ici même dans notre belle région. Bonne émission. Renée-Claude Laroche, directrice générale du CPSC. Oui. Bien le bonjour. Bien, bonjour à toi. CPSC, qui veut dire? Centre de prévention du suicide de Charlevoix. Alors, on vient de mettre la table. Voici le sujet principal de cette dernière émission de la saison à votre service. On parle du suicide. Y a-t-il des saisons dans l'année où il y a plus de monde qui sont sujets à avoir des idées suicidaires? En principe, ce que la littérature nous dit, c'est que non, il n'y a pas de saison. Mais c'est certain que nous, ce qu'on remarque au niveau des décès par suicide, ou en tout cas de l'augmentation de la demande d'aide, beaucoup après la période des fêtes. Donc, contrairement à ce que souvent on va penser, durant la période des fêtes, il y aurait plus de détresse. Ça, on ne le remarque pas sur le terrain, mais après la période des fêtes, est-ce que dans Charlevoix, il y a un lien à faire avec aussi la saison estivale, pas estivale, mais le travail saisonnier, pardon. Oui, oui. Donc ça, on n'a rien qui nous le dit, mais bon, est-ce que ça pourrait avoir un lien? On ne le sait pas. Mais okay. Nous, on remarque là, une augmentation de la demande d'aide vraiment après les fêtes. Et à l'automône, un peu avant l'approche de l'hiver, quand les journées... blues du mois de novembre, là, genre, ouais, l'été se termine, c'est plus gris, c'est plus... les feuilles tombent, on est triste, là. Est-ce que ça a un impact? Puis évidemment, c'est pas le fait qu'il fasse plus gris dehors qui va nous rendre suicidaires, mais peut-être quelqu'un qui déjà va pas bien, a peut-être un état ou un sentiment dépressif sans être en dépression. Donc, tous ces facteurs-là peuvent Il y a aussi l'aspect luminosité, en général, voilà, ça vient influencer. Je sais qu'en vieillissant, personnellement, je le subis davantage. Moi qui étais un oiseau de nuit jeune, aujourd'hui, j'aime bien me lever assez tôt puis de voir la journée à son début. Mais avec l'automne, les journées sont courtes, on manque de luminosité, on manque d'énergie, ça vient jouer, j'imagine. Bien, c'est effectivement prouvé que ça joue chez certaines personnes, mais comme je le dis, le manque de luminosité ne vous rendra pas suicidaire, mais quelqu'un qui déjà est d'une situation de vulnérabilité, ça peut venir amplifier. Okay. Et donc, probablement expliquer en partie cette augmentation qu'on voit, nous, à ces périodes de transition-là de l'année. C'est effectivement, c'est le bon terme, transition. C'est pas toujours facile vraiment. De faire une transition. Cette année, donc, 30 ans? 30 ans que le CPS va avoir. On va avoir, comment ils disent ça? Non, on s'en va vers la quarantaine. La quarantaine, tout le monde se remet en question, mais là, vous n'en êtes pas là. Vous autres, vous êtes... pas du tout en remise en question, pas du tout, non. Au contraire, je pense qu'on est de plus en plus réaffirmé dans notre volonté de poursuivre. Idéalement, on souhaiterait faire que de la prévention et ne plus avoir à intervenir parce que les gens ne seraient plus suicidaires, mais malheureusement, la détresse, elle est là. La détresse suicidaire aussi, et donc on va poursuivre tant et aussi longtemps que ce sera nécessaire et que la communauté et les gouvernements, évidemment, nous soutiendront. Aussi, oui, c'est important tout ça.
Quand on parle de détresse, y a-t-il des symptômes particuliers? C'est-tu le stress? C'est-tu l'isolement? C'est-tu, par le fait même, je veux dire, un manque de communication ou d'entourage parce qu'on ne réussit pas à communiquer? Y a-t-il des symptômes qui sont précurseurs et qui disent que c'est une des causes? Je dirais toutes ces réponses. En fait, le suicide, c'est multifactoriel. Il n'y a pas de cause unique. S'il y avait une cause unique, la prévention serait vraiment facilitée. Il y a des causes, parce que quand on parle de causes, bon, il y a des causes personnelles qui appartiennent à la personne. Donc, pourquoi certaines personnes devant certaines difficultés, ça va bien un sans rejet, ça. C'est ça. Et un autre, ça va être plus difficile. Ça dépend aussi de l'entourage. L'entourage est un facteur de protection à quelque part au niveau de la vulnérabilité au suicide. Plus on est bien entouré, plus il y a des gens qui nous soutiennent, qu'on a des liens significatifs. C'est des facteurs de protection au suicide, mais l'inverse est également vrai. Aussi, oui. Donc, malheureusement, il n'y a pas de cause unique et donc, bon, il y a tout l'environnement, mais il y a aussi les circonstances de la vie. Quelqu'un qui est habitué de faire face à des difficultés puis de s'en sortir tout le temps, mais à un moment donné, peut arriver une série d'événements dans sa vie sur lesquels il n'a pas le contrôle. Ça devient trop plein. Tout à fait. OK. Donc, une forme de découragement extrême, puis là, on est prêt à passer. C'est sûr qu'il y a des facteurs qu'on connaît, comme les problèmes de dépendance, alcool, drogue, jeu. Les gens qui ont peut-être des problèmes ou en tout cas qui manifestent beaucoup d'impulsivité, de la difficulté à garder un certain contrôle. Ça peut être des gens plus susceptibles ou vulnérables au suicide. Il y a des corps de métier. De plus en plus, on voit... Les fermiers, à un moment donné, c'est assez élevé, ça, les agriculteurs, là. En santé, services sociaux, de plus en plus, c'est j'oublie le nom. Les proches aidants? Les proches aidants, on remarque, oui, effectivement. On prend soin de quelqu'un, mais finalement, on se donne, on se dévoue, puis jusqu'à quel point on finit par s'oublier, finalement. On s'oublie, c'est ça, voilà. Et donc, tu sais, il y a certains corps de métier comme ça, ce que je cherchais, les ambulanciers, les premiers répondants. OK, oui. Parce qu'eux ont à faire face. Les médecins, j'ai lu dernièrement, les avocats, ils ont fait une étude, pas nécessairement plus vulnérable au suicide, mais il y aurait un niveau de détresse psychologique assez élevé chez les avocats. Donc, il y a plein des Ils sont éléments trop découragés par les règlements, eux autres. Là. Il est trop pointu. Là. La loi, c'est la loi. Mais le fait de connaître ces éléments-là, pour nous, c'est des orientations pour aller faire de la prévention. OK. Maintenant, c'est pas parce que tu es ambulancier et que tu as intervenu sur des scènes qui t'ont laissé des images un peu difficiles que nécessairement tu vas penser au suicide. Donc, c'est la capacité à pouvoir tourner la page, comme on dit. Là. Mettre des cases dans notre tête. Je fais ça, pendant que je fais ça, je vis ça. Puis tout de suite après, je vis d'autres choses. Donc, d'embarquer dans ce qui est vécu après et non pas de garder puis de pas se ressourcer, mais se remémorer continuellement tout ce qu'il y en est. Non, et parfois, se remémorer continuellement, on le sait avec notre tête qu'il faut passer, tourner la page. Mais par contre, le cerveau étant ainsi fait, des fois, il y a des traumas ou des images ou des mémoires qui s'inscrivent dans le cerveau où là, parfois, tout seul, ça devient difficile et c'est là que l'aide devient nécessaire. C'est comme les soldats qui s'en vont à la guerre et qui ont vécu le carnage, là, c'est le cas de le dire. Vraiment, vraiment. Il y avait M. Taillefer avec son fils qui, de fait, je l'ai lu, je l'ai vu 3 fois, 4 fois, je pense. J'ai aimé regarder tout ça dans le sens où il y a de l'information, j'essayais de comprendre pourquoi, comme lui était son idée derrière. Pourquoi? Parce que le seul mot que son fils lui a laissé avant de se suicider, c'est « bye ». Et est-ce que sa démarche, est-ce qu'on a senti que ça a porté fruit quelque part auprès des instances gouvernementales? Là où ça l'a certainement porté fruit,
quand M. Taillefer, parce que le cheval de bataille de M. Taillefer, au-delà de la quête de sens ou la réponse au pourquoi, ça, c'est le papa. Oui. Le papa endeuillé et l'homme d'affaires, parce que son fils avait laissé, si vous vous souvenez bien, sur une plateforme de jeux vidéo, Twitch, si je ne me trompe pas, il avait clairement laissé ses intentions. Donc, la bataille de M. Taillefer a été beaucoup de faire le constat qu'au Québec, on est en retard par rapport à la prévention du suicide de toutes les plateformes numériques. Qui sont très importantes et omniprésentes aujourd'hui. Voilà. Et il y a des exemples un peu partout dans le monde qui sont beaucoup plus avancés que nous au Québec. Mais ça, c'était vraiment un manque qui a été identifié. Et je pense que c'est avant la sortie du documentaire Bail, mais maintenant, le tournage avait été fait là, préalablement. Et donc, dans une semaine de prévention du suicide, en février, j'oublie l'année, le gouvernement a annoncé 5 millions pour une stratégie numérique en prévention du suicide. Donc, je pense qu'il a, par sa démarche, clairement influencé les paliers gouvernementaux. Et on devrait en voir les fruits là, très bientôt là, au Québec là, de cette démarche-là, parce que là, ça se travaille depuis. Là. OK. Donc, ça devrait sortir publiquement. En tout cas, il y a de l'espoir. Oui, et voilà. Oui, on avance toujours en avec prévention l'espoir. du suicide. Votre rôle, votre mission, c'est bien sûr, on parle du suicide, mais c'est de trouver la façon de les accompagner, c'est de trouver la façon de pouvoir entrer en communication avec eux autres, c'est de trouver la façon de pouvoir les soutenir dans la démarche pour les réorienter. Bien, et toutes ces réponses encore une fois. Je devrais répondre au questionnaire. Nous, on travaille vraiment. Souvent, on pense, centre de prévention du suicide, intervenir auprès des personnes en détresse. Oui, évidemment, c'est une de notre mission première. Mais on travaille sur l'ensemble du continuum en prévention du suicide, donc à la fois la prévention, l'intervention et la postvention. La postvention, c'est un terme moins connu, c'est vraiment toutes les interventions qui vont avoir lieu, soit dans la famille, dans la communauté ou dans un milieu de travail ou tout autre milieu, finalement, qui est touché par un décès par suicide. Parce que ça marque. On se pose des questions. Pourquoi chez nous? Pourquoi lui? J'ai rien vu venir. C'est souvent ce qu'on entend le plus souvent. J'ai rien vu venir de tout ça. Je ne comprends pas. Effectivement. Ça laisse un milieu en état de stress. Parfois un stress aigu, hein, où les gens vont aller développer là, une série de symptômes suite à ça. Le fait de faire de la postvention, ce que ça nous permet, nous, c'est d'aller, de travailler sur l'état de stress pour les gens qui sont touchés, de repérer les personnes qui seraient vulnérables et éventuellement vulnérables au suicide, parce qu'on veut éviter évidemment la contagion, et créer un lien avec les personnes endeuillées. Parce que le deuil, tout deuil prend son temps, puis il faut donner le temps au deuil de se faire. Il n'y a pas une personne qui réagit de la même façon, puis avec la même rapidité, et ainsi de suite. Puis il y en a qui ne réussissent pas à le faire. Et effectivement, et le deuil par suicide est un deuil qui peut être complexifié de par la nature du geste que la personne a posé, la quête du pourquoi. Là, on l'a nommé tout à l'heure, la culpabilité, la honte, tout dépendamment les circonstances entourant le décès. Si tu te chicanes avec quelqu'un, puis qui décède par suicide, on s'entend que c'est pas la chicane qui a été l'élément déclencheur. Qui a été l'élément déclencheur, mais toi, c'est le dernier souvenir que tu as. Et c'est inévitable que le questionnement, puis la culpabilité. C'est complexe tout ça. Oui, c'est complexe, mais en même temps, on avait notre 30e AGA cette semaine, le 11 juin, et je demandais aux filles, aux travailleuses, parce qu'on est une équipe de filles. Pourquoi? Il y a juste des filles? Parce c'est un addon. Non, ce n'est pas la parité. Vous n'avez pas la parité. Mais même si on voulait la parité, il y a moins d'hommes qui travaillent dans ce domaine-là. OK. Donc, mais on en a déjà eu, si ça peut vous rassurer. Parfait. Et vous êtes 5, donc 5 filles. On est 5.
Et on demandait aux travailleuses de dire pourquoi, c'est quoi la mission, pas la mission, mais leur motivation à œuvrer, parce que dans un centre de prévention du suicide, parce que souvent les gens nous disent, mais comment vous faites? Vous êtes travaillé avec la détresse. Et ce qu'elles disaient toutes, c'est, oui, on travaille avec la détresse, mais en même temps, on travaille avec des gens qui cherchent une alternative à leur souffrance. La mort, le suicide, c'est pas ce qu'ils veulent, mais il en arrive à un moment donné à ce point dans une spirale de détresse que le suicide devient pour eux la seule option possible. Et donc, quand ils osent venir chercher de l'aide, ben, on travaille avec cette volonté-là de vivre, puis même s'il y a juste ça qui veut vivre, ben notre job, ça répond en même temps à ta question que j'ai pas répondu tantôt, notre job, c'est de les amener aussi à ce petit bout-là qui veut vivre, prendre de plus en plus de place. Il y a des solutions, il y a des alternatives. Voilà. Puis souvent, ce que l'on entend aussi, ceux qui sont passés par là, c'est que, c'est de dire merci, puis Dieu sait que j'ai tellement bien fait de me réorienter, parce qu'il y a une joie de vivre à quelque part qui s'installe. Il y a des belles choses qui s'installent. Voilà. C'est de voir. Je dis ça que ça vient souvent avec l'âge. On devient contemplatif, mais on accroche plus sur des petites choses que d'avoir des rêves immenses, souvent inatteignables. Parce que, bon, le chemin, on pense qu'il est trop long à faire. Quand on a tout à portée de la main pour faire des petits gestes, poser des petits gestes qui fait qu'on s'en va dans la bonne direction. Vraiment, tout à fait. Il y a le terme sentinelle. Oui. Les sentinelles, là, je veux dire, c'est des gens qui sont dans la société, normalement, mais qui, de par leur milieu de travail, leur milieu social, peuvent percevoir certaines attitudes ou certains symptômes chez des personnes. C'est un peu tout ça? Oui, bien, en fait, souvent, quand une personne décède par suicide, la grande majorité du temps, elle n'était pas dans les services d'aide. Donc, on s'est dit, si ces gens-là ne viennent pas chercher d'aide, formons des gens dans la communauté qui sont en mesure de repérer les personnes qui sont vulnérables et peut-être vulnérables au suicide. Donc, les outiller pour bien repérer, pour aller vérifier la présence d'idées suicidaires et ensuite de faire le relais avec le centre de prévention du suicide. Donc, essentiellement, c'est ça le rôle d'une sentinelle. Donc, ça peut être tout le monde. Là. Ça peut être tout le monde. Habituellement, tout le monde, mais c'est encadré par le ministère. En fait, ça a été évalué, ces programmes-là, par le ministère. Et on demande que les gens aient minimalement 18 ans. Ouais. Donc, mis à part ça, et ne pas être touché actuellement là, par la réalité du suicide, parce que là, c'est nos émotions qui pourraient entrer en jeu ou en contradiction parfois, là, donc avec la prévention. Donc. Mais c'est vraiment effectivement tout le monde qui pourrait décider d'être sentinelle. Et c'est vraiment pas des intervenants. Je le répète toujours, on ne lui demande pas d'intervenir, mais de faire le pont, les relais. On fait souvent le parallèle avec les premiers soins, tu sais, les cours de secourisme, là. C'est vraiment ça. C'est comme, tu vas vérifier s'il y a des idées suicidaires et si oui, on fait le pont avec le CPS. Rapidement. Autant l'envoyer vers des gens qui sont bien encadrés, en position de poser des gestes adéquats. Donc, 30 ans, là, on a fait quoi pour célébrer le 30 ans? On s'est redonné une nouvelle image? Ben oui, on a commencé, donc on faisait refaire notre site web et avec l'agence Amiral, avec qui on travaille depuis plusieurs années, nous a dit, écoutez, votre logo, vous pourrez avoir une petite cure de rajeunissement. Un petit lifting. Un petit lifting, oui. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec eux. Et donc, on est reparti de l'ancien logo. On a gardé son essence, mais vraiment, on l'a actualisé. Où on retrouve, on parlait le continuum, les mots prévention, intervention et postvention se retrouvent parce que c'est plus fidèle à l'évolution du centre de prévention du suicide. Avant, c'était que de la prévention. Depuis le début des années 2000, là, on a développé notre offre de service à l'intervention.
Et là, vraiment, on travaille sur l'ensemble du continuum là, en prévention du suicide. Donc, on a profité de la 30e AGA, Assemblée générale annuelle, pour dévoiler cette nouvelle image qui vient évidemment avec du matériel promotionnel nouveau et surtout un site web beaucoup plus convivial et plus facile d'accès. Donc, moi, je suis allé le voir, puis c'est facile de s'y retrouver. Il y a les 3 mots que vous avez mentionnés tantôt, à savoir prévention, prévention et post-vention. Oui, je les ai mis dans le désordre, mais en tout cas, ça tourne autour de ça. Donc, c'est facile de s'y retrouver. Tout à fait. La mission est là aussi. La mission est là. On voit vos visages en tant que personne intervenante. Alors, finalement, donc, tu entends, c'est une belle réalisation. Tout à fait. Mais en même temps, c'est une cause qui a sa raison d'être. Vraiment. Par la force des choses, s'il n'y avait pas de suicide, on n'aurait pas besoin de ce genre d'organisation-là, mais chose certaine, l'humain étant ce qu'il est, il y a des hauts et des bas, il y a une fragilité, malgré tout le côté force qu'on veut bien démontrer, mais on ne sait jamais à qui on a affaire, on ne sait jamais qu'est-ce que cette personne-là pense, comment elle peut réagir, puis le fait est qu'il y a des gens qui passent effectivement à l'action. Exactement. Et si on est inquiet pour un proche, parce que, bon, tu m'amènes sur ce sujet-là par tes propos, on offre aussi des services aux proches de la personne suicidaire, que ce soit pour vous rassurer, pour vous outiller sur savoir quoi faire, comment aller valider. Tu sais, on se dit, hey, il file pas, puis je me demande, qu'est-ce que je devrais faire? J'y en parle-tu? J'y pose-tu la question s'il pense au suicide ou bien je vais faire pire? Tu sais, peu importe. On offre aussi des services aux personnes qui sont proches ou qui sont inquiets que ce soit un collègue ou quelqu'un de très proche de nous. Là. Mais c'est facile de rentrer en communication avec vous autres. Là. Vous avez un numéro de téléphone local. Vous avez un bureau à la Malbaie principalement. Vous avez aussi un point de service. Une succursale ici, un point de service. Un point de service, je préfère. Ici même, effectivement, à Baie-Saint-Paul. Donc, le numéro pour vous rejoindre, c'est le 88 665 0096. Oui, et ça, c'est pour tout Charlevoix. Tout Charlevoix, 2 jours principalement? Nous, on est ouvert 2 jours, mais par contre, il y a le 1866 appel, donc le 1866 appel. Voilà, 2P2L. OK. Et donc, pour les soirs, nuit, fin de semaine, donc c'est vraiment une entente qu'on a avec le CPS de Québec, donc un autre centre de prévention du suicide. Donc, vous allez avoir une intervention là, de qualité spécialisée là, en prévention du suicide. Et donc, mais c'est accessible, là, ce qui fait que le 24/7, comme on appelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est accessible pour les gens de Charlevoix. Super. Bien, bon 30e. Merci pour votre visite. Merci. Alors, Renée-Claude Laroche, directrice générale du Centre de prévention du suicide Charlevoix. Voilà, le CPSC, pour être exact. Alors, bien, merci beaucoup pour cette belle visite. Bien, merci à vous. Monsieur René Amiotte, artiste peintre, bien le bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Ça me fait plaisir, entouré de belles peintures. C'est pas les vôtres, on doit le dire. C'est plusieurs artistes. Vous allez en montrer quelques-unes? Ben oui, on va en montrer d'accord. quelques-unes. On va vous montrer qu'est-ce que vous avez produit, parce que là, vous avez une exposition présentement à la bibliothèque René Richard. Exact. Alors, c'est des tableaux. Dans la petite salle connexe. Qu'ils appellent. Pierre Perrault. Voilà, Pierre Perrault, la salle Pierre Perrault. Donc, vous avez fait le vernissage officiel le 7 juin. En bonne compagnie, il y avait même de la musique, il y avait plein de monde. Oui, il y avait mon fils, il y avait Yvan Bouchard à la guitare. Ils sont 2 professionnels qui créaient une belle ambiance, c'était agréable. Et aussi la qualité des gens qui ont répondu à mon invitation. C'était vraiment chaleureux, très chaleureux. Est-ce que c'est votre première... C'était une fête des sons et des couleurs. Ben oui, c'est toujours... Bon, je vois que vous avez peint beaucoup de scènes extérieures. Donc, il y a toujours du son aussi à l'extérieur, avec les oiseaux, le vent et tout ce qu'il y en est. J'ai déjà fait de la taxidermie, j'ai déjà fait les études de la nature. Ouais. J'avais même un professeur qui est compositeur de musique qui mettait des chants d'oiseaux. Ah oui? L'imitation de chants d'oiseaux. Ah!
Donc, c'est pour dire que la nature, la pêche, la chasse, on est toujours en contact avec la nature. C'est zen, c'est très zen. Qu'on essaie de rendre, mais dans le fond, c'est tellement plus beau que ce qu'on arrive à produire quand même. Bien, il y a des gens, comme moi, je fais de la photographie, je prends la photo, mais des fois, j'envie les peintres parce qu'ils lui donnent une couleur personnalisée qui fait que le fini n'est pas la photo, mais c'est oui, autre chose. On modifie énormément de choses, justement pour cacher nos imperfections par rapport à la vraie nature. Mais je m'inspire souvent de la photographie aussi parce que le photographe a un œil d'artiste. Quand il choisit les bons angles, les bons sujets, on peut s'inspirer largement. Après ça, on y ajoute ou on y enlève des éléments. C'est ça. Il demeure libre. Selon la Un créativité ciel du bleu, moment. on peut faire un coucher de soleil. Voilà. Pourquoi pas? S'il y a trop de bleu, ça prend de l'oranger. Est-ce que c'est votre première exposition comme telle? On en a fait une l'an passé qui s'appelait aussi Enquête, phase 1. Et là, Enquête, non pas comme une enquête. Non, mais non, non, non. enquête de Enquête, quelque chose. enquête de quelque chose, oui, c'est un peu ce sens-là, parce qu'on est toujours à la recherche d'abord de la perfection au niveau technique, puis on est à la recherche de la beauté. On cherche à la rendre aussi. Parfois, on l'améliore, mais je veux dire, on l'améliore par rapport à la température. OK. On peut avoir un paysage sous la pluie, mais on peut le faire sous le soleil ici. Puis il met de la lumière. C'est la lumière qui fait tout dans la peinture. C'est ce qui donne, c'est le contraste. Il faut du contraste. Si on n'a pas de contraste, ça fait une peinture un peu instable. Ouais. Tandis Terne que un peu, si on a du contraste, ça donne... On pourrait dire terne comme tel, un peu comme impact. Exact. Alors, vous disiez que c'est votre deuxième exposition? Vous Ouais. en aviez déjà fait une? Oh oui, mais aussi antérieurement, quand j'ai tenu une boutique d'antiquité pendant une vingtaine d'années, après au commencement de ma retraite. Ça fait déjà 23 ans ma retraite. Là. OK. Le temps, c'est du beau temps, passe. Hein? Et puis j'ai tenu une boutique d'antiquité et je payais aussi, je vendais de mes peintures. De cette tranche-là, j'en ai pas. Okay. J'en ai pas dans ma chronologie. J'ai tout vendu. Bon. Bon, il y avait une boutique, il y avait une galerie d'art de Saint-Sauveur, dans le nord de Montréal, là, qui m'achetait la production d'avant. C'est plaisant. Bien, certain. T'as pas d'antiquité, ça y est. Avant de peindre, parce que ça fait quand même tout récemment, là, ça fait 15 ans là, que vous le faites sur une base beaucoup plus régulière. Oui, effectivement. Mais plus particulièrement depuis 3-4 ans. OK. 3-4 ans. Oh, depuis 3-4 ans. Toutes les peintures de l'expo sont des 2 dernières années. Les 2 dernières années comme telles. Oui. Vous avez été un homme très impliqué dans votre vie. Là. Je veux dire, vous avez été professeur, vous avez été assistant directeur, vous avez été dans le conseil de ville, vous avez été impliqué avec le domaine Forget, j'en oublie, là, mais... oui, bien, je suis un peu... Vous n'avez pas été politicien comme tel? Ah, même là, je me suis même présenté à un moment donné à une convention. OK. Que j'ai perdu en faveur de mon ami, Paul-Henri Jean de la Malbaie. OK. Mais je me disais pour moi-même, si ça avait été moi qui avais élu, là, on battait Raymond Maheu. Cette année-là, il n'y avait que 800 voix de majorité. Ouais. De 9000, là, ça a fondu, ça avait fondu à ce moment-là. Mais oui, la politique municipale, un peu de politique provinciale. Maintenant, on reste calme. Alors, c'est une des raisons, vous étiez trop occupé pour peindre. Bien, vous me rappelez, le soir du vernissage, je me disais, toutes ces occupations-là, et puis tous les peintres, les copains, les amis qui peignaient à plein temps, Guy Paquette, Louis, alors... Moi, j'étais à l'école comme directeur adjoint et puis j'avais leurs enfants. Alors, je leur disais, moi, eux autres payaient pendant que moi, je gardais les enfants. OK. Il n'y avait pas le temps de peindre. Ben oui. Mais c'est une boutade, bien sûr, mais effectivement, j'ai été impliqué à l'achat du domaine Forgette avec
avec beaucoup de collaborateurs aussi. À la ville, j'avais travaillé avec un autre conseiller, puis les conseillers des municipalités environnantes. On avait mis sur pied l'étude de fusion. Et on était à l'origine de la fusion des 3 municipalités. Okay. J'avais les loisirs aussi. J'avais la régie, parce que c'était un organisme des 3 municipalités, qui est aujourd'hui le service. Donc, vous avez vécu votre vie pleinement, mais quel a été l'élément déclencheur pour dire la peinture, là, ça vient me chercher? J'avais 14 ans, 13-14 ans, et j'ai été quelques années avec le même professeur. C'est Irénée Lemieux, qui est un artiste, peintre, musicien, compositeur, qui était enseignant, et il peignait, puis il incitait ses élèves à peindre. Et donc, on a commencé, là, on faisait une composition française, mais il fallait toujours illustrer. Il fallait un dessin pour illustrer. On étudiait la géographie, il fallait peindre tous les pays d'Europe. La mer était noire, le pays était d'une couleur, il fallait y mettre les villes, les fleuves. C'est-à-dire que même qu'à un moment donné, à la direction, les communiqués de la direction avec ma secrétaire, il faudrait même mettre une petite image, il faudrait même mettre une petite couleur, me faire dire souvent après, un communiqué en noir et blanc, ça ferait pareil. Là. OK. Mais donc, est-ce que vous étiez plus celui à faire plus de peinture, mettre de la couleur que des textes? Le texte, non, le texte, c'est les deux. Les deux étaient bien en littérature, je me rappelle des Castex et Surer. Peut-être vous vous souvenez de ça. Pour étudier la littérature, quand j'enseignais, je découpais des pages, je mélangeais les textes et les descriptions. Je demandais aux élèves de reconstruire ces choses-là. Toujours avec des images et de la couleur. OK. Alors donc, aujourd'hui, depuis 2 ans, là, vous peignez beaucoup, mais depuis 15 ans, ça fait partie de votre vie. À la retraite, on s'est dit, là, je m'y mets, c'est ça? À la retraite, dans le fond, je rêvais d'être avec le public. Alors, j'avais un neveu et un beau-frère qui étaient dans les antiquités. Donc, que je côtoyais depuis des années. Je trouvais ça plaisant. Puis je trouvais ça aussi que c'est notre culture. Vendu, rénover, construire même des armoires avec les patines. Heureusement, le fait que j'avais la peinture, on pouvait repeaufiner, c'est le cas de le dire. Oui. Il a redonné une nouvelle vie à ces... C'est ça. Ouais. Il y a des belles couleurs, on essaie toujours de garder les couleurs originales, mais souvent, il faut les reproduire en partie. Comme vous me demandiez tantôt aussi, alors donc, le départ de la peinture, c'était avec Irénée Lemieux. La musique aussi, fait conservatoire en violon. On a touché à beaucoup de choses. On a eu une vie remplie. J'ai fait un professeur dans le directeur d'école, mais dans le fait, c'est comme la chanson le dit. J'aurais bien voulu être un artiste. Aujourd'hui, j'essaie d'être un artiste, on essaie. On peut le voir, là, vous êtes un artiste là, avec vos œuvres. Votre inspiration tourne beaucoup autour des paysages, tourne beaucoup autour du patrimoine bâti, puis très charlevoisien en plus. Très charlevoisien. Et puis, les paysages et la nature, on pourrait en parler longtemps. Ouais. Mais le patrimoine bâti aussi, ça va aussi même jusqu'au patrimoine marin, nautique, parce que Saint-Joseph-la-Rive, Coutry à Saint-François, les chantiers maritimes. On a une histoire. Nos poules d'eau, nos charroyers la pitoune, au moulin à papier à Québec, où j'ai déjà travaillé d'ailleurs, que mon père était là aussi, à Québec à ce moment-là. Et le patrimoine bâti, c'est parce que le patrimoine bâti, comme des objets, comme les antiquités, on dirait que ça nous rappelle constamment qu'on a eu des ancêtres, que nos ancêtres ont travaillé dur,
qu'il peinait du matin jusqu'au soir, et qui faisait dire à Philippe Aubert de Gaspé, l'auteur, le seigneur en face de chez nous, oui. qui lui faisait dire chose inanimée, avez-vous donc une âme qui nous force d'aimer? Alors, le patrimoine bâti, c'est bien dit, oui. c'est pas de moi, c'est d'Adjuteur, Rivard, mais quand on regarde une vieille grange avec ses annexes, vieillies un peu, les vieux outils, les vieilles faux, le râteau, on se dit, hein, il y a quelqu'un qui a manœuvré ça, il y a quelqu'un qui a construit cette grange-là à une telle époque. Puis là, alors ça nous fait... c'est nos racines. Hein, carrément. Nos racines. Carrément, puis c'est la transmission. Puis, par la peinture, d'abord, c'est la beauté de la chose. Comme vous avez la page couverture, oui. là, cette vieille école abandonnée, il y a deux choses. Là, une vieille école abandonnée, hein, le côté des filles, le côté des garçons. Aujourd'hui, condamnés, qui meurent tranquillement jusqu'à temps que soit quelqu'un la rénove, soit que le temps la détruit. Hein? Alors, il faut la peindre avant qu'elle soit... C'était des écoles de rang, ça? C'était des écoles de rang? Les vieilles écoles de rang. Moi, je n'ai pas enseigné Je n'ai même pas étudié dans une école de rang. Il y a beaucoup de Baie-Saint-Paul dedans aussi. Je regarde la maison Otis. Vous avez l'auberge Otis, la maison de l'abbé Daniel. Oui. Mais la maison de l'abbé Daniel, de rue Saint-Joseph, mais je l'ai faite du temps des trottoirs de bois. OK. Oui, effectivement. La rue Saint-Joseph a été... l'architecture est la même. Est tellement révélatrice. Ça, c'est l'ancienne barrière du parc. Ici... avant ça, là, quand on traversait le parc, il y avait des barrières. Il fallait la barrière, il fallait s'inscrire. Effectivement. Encore qu'on ne sorte pas de l'autre côté, qu'on vienne nous chercher. C'était pas les mêmes moyens. Les camps de chasse, j'aime beaucoup la nature. Les camps de chasse, le sentier de neige. Ça, c'est un... Il y avait des personnages ça, aussi. Ça, c'est mon beau-frère. Pas mon beau-frère. Le chum à ma fille. OK. Et puis, il est noir et il est peintre et sculpteur aussi. En plus. Alors, je me suis amusé à le peindre. Ça, c'est dans le temps de Gérard Thériault. J'ai sculpté, mais ce n'est que l'année d'avant que je l'ai rehaussée à l'huile. Mais avant ça, elle était sur le bois, là. OK. L'épaisseur de pain assez... avec Gilles Thériault. Regretté Gilles Thériault. Il y a des paysages. En fait, on se reconnaît, on se reconnaît beaucoup. Ça, c'est l'église des éboulements de nuit. De nuit. Ici, c'est dans le bas de la... Pas dans le bas de la baie, au Vieux-Quai. La voie. La voie ferrée. La traque de chemin de fer. Le pont couvert à Saint-Placide. Ah oui, Saint-Placide. Le pont, hein, c'est de l'architecture. Oui. On s'y reconnaît finalement, là, en termes de région. Ça, la maison à bonbons ici, là. Oui. Ça, c'est les Trois Sœurs. Les Trois Sœurs, les clochers de Maisonneuve. Les clochers de nuit illuminés. Hein, oui. Ça, c'est le Baie-Saint-Paul, il n'y a pas seulement que la ville, il y a le Baie-Saint-Paul rural, avec des vaches. Effectivement, c'est la beauté. beauté. Je me rappelle qu'il y avait un juif à Montréal qui est une grosse usine, très à l'aise, qui produisait la viande cachère. Oui. Là, il fallait que Et puis, il était de passage ici, quand j'avais ma boutique. Et j'avais des paysages sur le bois. Il me demande, il dit, est-ce que vous, avec un accent, est-ce que vous pouvez faire des vaches dans les beaux paysages de Charlevoix? Parce qu'il ouvrait une autre usine et la partie administrative, il voulait la décorer, les bureaux puis les corridors, là, d'entrée, avec des animaux, des vaches, des bœufs, dans les beaux paysages de Charlevoix. Il m'aurait demandé de lui faire des alligators ou un éléphant, et finalement, je suis allé lui lever, durant tout l'hiver, j'ai fait une quinzaine de toiles avec des vaches, partout, dans toutes les positions, dans tous les paysages. Et je suis monté à Montréal, puis je lui ai montré les œuvres. Il y en a une qui n'a pas retenu. Il a tout acheté. Tout acheté la collection. C'est le fun, ça?
Ben, c'était le fun. En plus, je n'avais même pas besoin d'argent. Je faisais, c'était oui, par plaisir. C'était pour le fun, pour le plaisir. Le fait effectivement de se faire acheter des œuvres, ça crée quoi comme impression en tant qu'artiste? Ben, c'est toujours... des fois, on se dit... il y a eu un temps où je ne vendais pas. Je ne voulais pas les vendre parce que j'étais trop attaché à mes œuvres. Okay. Alors, je voulais les garder. Oh non, je les garde. On en donnait une, un cadeau, un mariage d'un neveu ou d'une nièce, mais je vais les garder. Et finalement, je me suis détaché de... Quand je travaille, je me plais beaucoup, je fais la quête, je m'applique, comme si je voulais la garder. Mais avec le temps, on finit par être content que quelqu'un amène une œuvre chez soi. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que me présenter, parce que pour être là, il faut présenter un projet au comité culturel. Et, j'ai appris dernièrement qu'il y avait 9 projets présentés. Alors ça me flatte davantage que quelqu'un m'achète une œuvre, parce qu'il y avait 5 la compétition, personnes. Avec la compétition, sans doute, c'est comme aux Jeux olympiques. Tu l'emportes, tu oublies les autres. Là, la médaille d'argent, la médaille de bronze, tu les oublies, tu retiens juste la médaille d'or. Ouais. Alors que souvent, la médaille d'argent était de l'autre. C'est presque la même performance. Effectivement. Alors, c'est pour ça que les 9 qui sont là, je leur souhaite qu'ils représentent le projet et qu'ils soient choisis une autre année. Alors, si on veut voir, vous êtes présent tous les samedis, semble-t-il? Oui, je me suis attaché. Alors, ça fait tout. D'abord, c'est ouvert tous les jours, de 10h à 16h, à 18h. Tous les jours de la semaine, fin de semaine y compris. Et je me suis attaché à être là le samedi parce que j'aime jaser avec les gens, j'aime échanger, j'aime expliquer mon côté pédagogique là, qui est illustré, qui est là. J'aime leur parler quand j'ai fait cette peinture-là à 30 ans, 35 ans, à 15 ans. J'aime ça échanger avec eux autres. Bon, s'ils achètent une peinture, ça va, mais c'est pas important. J'en ai déjà 4 avec la petite... J'ai mis des petites cravates rouges quand c'est vendu. Au lieu de mettre un poids rouge, une petite cravate. Réservé. C'est bon. C'est bon, ça. Plus que réservé, vendu. Alors, vendu, oui, en plus, c'est ça. Alors, ça se poursuit jusqu'au 28 juillet. Jusqu'au 28 juillet, donc ça fait une cinquantaine de jours. Une belle visibilité que j'ai aussi longtemps que j'ai eu. L'année passée, ça va durer quelques jours, parce que là, on a 2 mois. Alors, j'invite mes anciens élèves, leurs parents, leurs enfants, je les invite à venir voir un peu un autre côté de la facette de leur ancien directeur d'école. Une des facettes. Une des facettes. Je leur jouerais bien un petit morceau de violon. Ça se pourrait qu'on le fasse d'ici la fin. On vous invitera à la soirée canadienne à un moment donné. Ben oui, ça serait plaisant. Ben oui, ça serait agréable. Alors, René Amiotte, artiste peintre, félicitations. Homme retraité, mais qui s'amuse encore beaucoup aujourd'hui et dans la beauté, quoi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Je vous souhaite de revenir pour aujourd'hui encore plus longtemps. Sûrement, on va aller faire un tour. Ainsi que tous les spectateurs et les auditeurs de TVB. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Charles Servant, adjoint principal du groupe Caméléon. Bien le bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci de l'invitation. Aujourd'hui, on sort des sentiers battus. On va parler cannabis. On n'est pas habitué d'entendre parler de ça, sauf dans les nouvelles par rapport à tout ce qu'on entend sur le pot et tout ce qu'il y en est. Mais là, on parle d'une entreprise qui vient s'installer, effectivement, entre autres, dans Charlevoix. Entreprise québécoise, fièrement. Puis on compte bien l'exploiter, tout à fait. C'est pas petit, là. C'est pas petit, c'est des gros projets, c'est des projets d'envergure, c'est majeur. On a 2 projets, effectivement à Petite-Rivière-Saint-François, altitude 640. On a également le projet Nordica Nutraceutique à Saint-Félicien. À Saint-Félicien comme tel. Altitude 640, c'est l'adresse principale? C'est l'altitude. C'est la hauteur, c'est l'altitude? C'est l'altitude, oui, l'altitude du terrain.
à Petite-Rivière-Saint-François, à altitude 640. Ça, c'est sur la 138, ça. Tout à fait, tout à fait. OK. C'est du côté des lignes électriques? Effectivement, oui, du côté nord. Du côté nord, de nord, comme tel. Pourquoi Charlevoix et Petite-Rivière-Saint-François? Martin Dufour, qui est cofondateur du groupe Caméléon, vient de la région de Charlevoix. Il était dans le cannabis, d'autres projets depuis plusieurs années, je crois, ça fait 4 ou 5 ans. Donc, il était au fait un peu de toutes les procédures. Exactement. Puis, des gens du coin ont eu vent qui étaient dans ce domaine-là. Ils l'ont approché pour exploiter cette belle région magnifique qu'on adore et qu'à chaque fois, extrêmement choyé d'avoir ça dans notre cours. OK, oui, effectivement. Et en plus, c'est tombé quasiment en même temps que l'annonce du Club Med. Donc, Club Med, vous autres, là, on se dit, waouh, c'est des gros projets dans la région. C'est du développement, c'est des projets, c'est des beaux projets. On va cautionner ça, puis on leur souhaite le succès, effectivement. OK. Là, qui dit nouvelles installations, dit modernité. Tout à fait. Plus, ce genre d'industrie-là, ça existe depuis longtemps, mais on entendait peu parler au Québec, je crois. On a pris du retard là-dessus par rapport à d'autres endroits. Certainement. Québec, clairement, sous-représenté, si on compare avec le reste du Canada. On est quelques dizaines là, des gens déjà dans le domaine ou en développement, contrairement à peut-être comme 60, plus de 60 en Ontario. C'est un nouveau domaine. Nous, on y va pour la fine pointe de technologie. Ça avance extrêmement rapidement. On est extrêmement sollicité. Quand vous dites sollicité, en quel sens? Il y a un intérêt, pour intérêt le général. Produit, pour la livraison du produit? Non, pour la compagnie, l'expertise de ce qu'on fait. Les gens s'intéressent. Évidemment, plus on avance, plus les tabous tombent. Ça donne de belles opportunités. Puis, on y va peut-être baisser Parce là-dedans. que c'est une industrie, là. Tout à fait. Hein? Il y a même des agriculteurs qui ont décidé de changer complètement leur mode d'agriculture pour changer. Tout à fait. Il y a un potentiel là. Selon moi, c'est sous-développé ici au Québec, en région. D'autres, vraiment, le développement socio-économique est vraiment important pour nous. Oui. Je veux dire, on est Québécois, fiers. Ferme intention d'aider les gens en région où on s'installe. On veut c'est des très bons emplois, c'est la stabilité. Et ça, on parle de combien d'emplois en principe? 400-450 emplois là, pour altitude Ici 640. même, juste pour Charlevoix? Tout à fait, pour Petite-Rivière-Saint-François, pour altitude 640. En pénurie de main-d'œuvre, vous allez faire quoi? Tout à fait. Pénurie de main-d'œuvre au Québec. Il n'y a pas 50 solutions. Les immigrants? Non. Ben, écoute, nous on a déjà fait des commitments. Ça va être des très bons salaires, ça va être des emplois stables, fixes, pas saisonniers. Les gens qui vont travailler avec nous doivent passer les codes de sécurité. C'est des processus assez... c'est strict. Assez strict, d'où la raison des bons salaires. C'est strict parce qu'on parle avec la supervision de Santé Canada. Santé Canada. On parle de cannabis, donc en principe, matière on parle dangereuse. de Pas drogue, dangereuse, matière contrôlée. Ça prend des gens qui n'ont pas de casier judiciaire, qui ne pas mélanger au crime organisé et tout et tout. Non, puis honnêtement, il y a un gros engouement là, pour les emplois. Tous les jours, on en reçoit. Tous les jours, on analyse certains curriculums vitae. On est en recherche. On n'est pas en période d'embauche pour l'instant. On regarde tous les curriculums vitae. J'en donne ma parole. Si quelqu'un qui nous écoute voudrait postuler, là, il fait quoi? Une lettre de présentation. C'est important d'avoir la lettre de présentation. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur les gens? Pourquoi ce domaine-ci? Étant donné que c'est un nouveau domaine. Curriculum vitae qu'on envoie aux ressources humaines, RH, à commercial Groupe Caméléon, avec un cas, évidemment. Donc, 400-450 emplois, une usine comme ça, ça va avoir quelle superficie, là? On parle d'environ 1,5 million de pieds carrés. 1,5 million de pieds carrés. À terme. On y va en plusieurs phases, phase 1, phase 2, phase 3 possiblement. Mais on parle effectivement... À titre de comparaison, ça peut représenter combien de terrains de football, genre? En terrain de football, je ne le sais pas. Je peux vous dire qu'un million de pieds carrés, je l'ai vu dans les Sartundra, Saint-Félicien. Ça nous a pris à peu près 3 minutes là, en 4x4 à faire un côté. Puis les carrés peuvent être longs, mais c'est gros. C'est gros, hein? C'est gros. On compare entre autres avec
Exposité et compagnie. C'est à peu près dans ces mêmes eaux-là. Ouais. Là, ça va vous demander de défricher passablement le terrain. C'est en forêt, tout ça? Oui, c'est en forêt. Défrichage, il y a des gens vraiment là, à l'interne qui sont spécialisés là-dessus, qui sont là-dedans, construction, excavation et tout. Mais c'est pour tous les tests qu'on fait, les tests d'hydrologie, les tests de sol, les tests à faire avec des gens très, très aguerris dans ce domaine-là. On a la chance de pouvoir s'entourer, de choisir avec qui on fait affaire. Puis jusqu'à date, tout va bien. Tout va bien? Oui. Vous avez privilégié l'approche écologique dans votre démarche. Ça va être... les installations vont être particulières? Nous, c'est tout à la fine pointe de la technologie. Technologie et le domaine, l'industrie avance extrêmement rapidement. On a un comité scientifique avec des gens de renom. D'autres annonces vont être faites. Je ne voudrais pas aller vers là, mais des gens hyper qualifiés. Et, je suis très fier de faire partie de cette équipe-là. C'est des gens de renom, des gens avec des titres, avec des expériences, avec des accomplissements, des réussites. Oui, on va aller à la fine pointe de la technologie, puis on se tient au courant, sans jeu de mots. Et en même temps, vous allez privilégier le côté médical. Tout à fait. Nous, ce qu'on va, c'est vraiment l'extraction. Parce qu'il y a deux formes de production, médicale et récréatif. En fait, il n'y a pas de cannabis médical. C'est l'utilisation qu'on en fait. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment l'extraction pour l'huile, l'extraction pour les molécules. Il y a 500 molécules à l'intérieur du cannabis, on n'ira pas dans le technique, mais il y a le THC qui, tout le monde le connaît, c'est l'effet euphorique. Le CBD qui est anti-inflammatoire, anti-douleur, qui est biologique, évidemment. Puis c'est vraiment vers médicinal, thérapeutique. Puis c'est les applications, puis c'est le marché qu'on vise. OK. Parce que le marché, il est large. C'est pas une production exclusivement pour le Québec, là. Non, on est ouvert. Oui, le Québec, les opportunités se présentent à nous. Par contre, nous, c'est vraiment pas le récréatif. On se plaît à dire qu'il n'y aura rien de transformé en fumette. C'est pas ça. Puis c'est important pour nous que ça soit clair. C'est pas... on a vraiment le développement socio-économique, aider les gens, l'acceptation sociale. On veut faire une seule façon de le faire, c'est correctement, bien et de la bonne façon. OK. Est-ce qu'il y a une grosse compétition là-dedans par rapport à l'émergence qu'il y a comme telle? Non, c'est pas l'impression que j'ai. Il y a un gros... l'industrie est immense, c'est en développement constant, rapide. Nous, on est hyper ouvert aux collaborations, on est ouvert, on s'intéresse à ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait autour. Majoritairement, il y a encore plus au Québec. C'est effectivement un et deux très gros projets. C'est les connaissances qu'on a, puis on est hyper ouvert à partager ces connaissances-là, ouvert à des partenariats. On veut faire une voix forte au Québec. On veut prendre notre place. OK. Parce que c'est un projet qui se chiffre à combien au total en termes d'investissement? C'est des détails budgétaires. Je regarde les prévisionnels, mais on parle d'environ 100 millions. 100 millions d'investissement. C'est quand même pas un petit investissement. C'est deux projets, c'est deux très gros projets. Le financement va très, très bien. On est encore en train de finaliser là, les derniers pas. C'est d'attacher tout ça ensemble. On est privé, c'est tous des investissements privés. Probablement que la bourse est considérée aussi comme une option pour le financement, pour la suite des choses. Quand on passe à la bourse, on a des comptes à rendre aux actionnaires, c'est pas problématique. Pour le financement, par contre, ça donne un coup de main. C'est des décisions d'entreprise qui doivent être prises au sérieux et consultées à l'interne. Puis la décision ne me revient pas à moi. En tant qu'adjoint principal, est-ce que c'est toi le plus jeune du groupe? C'est moi le plus jeune du groupe, tout à fait. Tout à fait. Et de loin, je crois. Je crois, oui. En fait, il y a quelqu'un de Charlevoix. Puis on a une très, très forte équipe. Une équipe et non un master grower. On a une équipe de plusieurs growers, dont un à Charlevoix. Puis je crois avoir peut-être une dizaine d'années de différence avec lui. Mais sinon, là,
Je parle plus dans les vingtaines d'années de différence. OK. Ben regarde, ça assure la relève, finalement. Oui, puis je suis extrêmement fier de faire partie de cette équipe-là. Les gens qui sont aux alentours, qui sont là, c'est tous des gens d'expérience qui ont réussi, qui ont des succès. Des gens sérieux, des gens qui ont à cœur Québec, Charlevoix, la région, développée. On veut vraiment faire ça comme il faut, correctement. Puis je pense que c'est la seule façon de le faire puis de réussir, d'assurer notre réussite et la perpétuité. Alors là, pérennité, pardon. La pérennité, oui, effectivement. Là, il y a des étapes qui ont été franchies récemment, comme on le disait au tout début de l'entrevue. Santé Canada a donné son approbation. En fait, ils nous ont envoyé une letter of readiness, la lettre pour nous dire qu'on est prêt à construire. Les enquêtes de leur côté sont faites, les enquêtes de sécurité, les personnes dans la demande, les plans. Ils nous ont dit qu'on pouvait commencer à construire. Et pour Nordica Nutraceutique et pour Altitude les deux 640, projets. Tout à fait, okay. Tout à fait. Donc, les dates potentielles d'ouverture, ça peut jouer vers quoi, là? J'aimerais bien être capable d'être en mesure de vous donner une date exacte. On n'est pas en 100% contrôle des horaires. Santé Canada, on leur travaille à faire, puis c'est parfait comme ça, c'est hyper rigoureux. Par contre, on vise, étant donné qu'on a eu notre cas nutraceutique, la Letter of Readiness en premier, que pour l'approvisionnement en électricité, tout ce qui est les ressources, l'eau, qu'est-ce qui est les études de préfaisabilité pour Nautica sont faites. On est en train de travailler exactement aussi sur l'altitude 640. On parle de printemps prochain devrait être bon pour la construction pour 2020, dans un an. Là. Tout à fait. Wow. Si on est capable le plus rapidement possible, on devrait commencer la construction pour Nordica Nutraceutique. Assez rapidement, on aimerait bien, je ne sais pas si j'en dis trop, mais on vise de construction, fermer la coquille qu'on appelle, fermer le bâtiment pour Nordica avant l'hiver, ce qui nous permet d'avancer dans ce projet-là. Puis oui, on confirme qu'on vise vraiment printemps prochain. Alors, on est rendu à l'étape de la réalisation, là. Ça doit être un... Je vois qu'il y a de l'excitation, mais nous aussi, oui, tout à fait. On est dans un moment charnier, c'est extrêmement excitant et positif. Génial. Donc, il dit 400-450 emplois. On parle des emplois à l'année, ça c'est officiel. C'est des chiffres, là, parce que ça va rouler 24 heures sur 24, tout ça. Là. Tout à fait. C'est des très bons emplois. Est-ce que ça demande des spécialités? Pas nécessairement. Certains, on parle de 400-450 emplois. C'est plusieurs emplois. En ce moment, on cherche un comptable, on cherche un secrétaire comptable, on cherche... Pour l'instant, on n'est pas en période d'embauche massive. On compte des postes clés. Les journaliers, ça va être des spécialisés? Il y en a qu'on va devoir former à l'interne. Il y en a qui arrivent avec des bagages. On a un gros engouement pour les curriculum vitae, des gens d'expérience, des gens qui veulent revenir. Agronomes, horticulture, des gens qui sont dans d'autres domaines. Prends le pouce vert. Technique. Idéalement, si les gens ont le pouce vert, ça aide, effectivement. Mais on va avoir, oui, effectivement, des growers, des cultivateurs. C'est des grosses équipes de cultivateurs, mais il y a plusieurs postes. Ça touche large en termes de panoplie de... Tout à fait. Le premier gros prérequis que je dirais, qui est le premier filtre, c'est les codes de sécurité. Ouais. Les gens qui passent la sécurité, les enquêtes de la GRC et de Santé Canada. Tout à fait. OK. Bon, écoutez, c'est des belles nouvelles. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Ce fut fort agréable et bonne chance et longue vie, comme on dit. Merci beaucoup, bien apprécié. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, merci à nos invités. Une dernière émission, comme je vous l'ai mentionné. On se donne rendez-vous, effectivement, à l'automne pour une autre série d'émissions à votre service. En mon nom personnel, au nom de l'ensemble de l'équipe de TVCO, je tiens à vous souligner effectivement que nous sommes très heureux de vous savoir fidèles à notre télévision. Et en plus, on aimerait vous souhaiter un très bel été. Beaucoup de chaleur, beaucoup de plaisir, beaucoup d'activités, beaucoup d'amour. Profitez-en, ce sont les vacances qui s'en viennent. Alors, je vous donne rendez-vous à l'automne prochain pour une autre série d'émissions sur les ondes de TVCO. Au revoir.